Bienvenue dans vos grosses têtes, direction le grand studio d'RTL, jusqu'à 18h, Philippe Bouvard. Bonjour et bienvenue. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale dont l'invité d'honneur n'est plus présent que dans nos mémoires et que je n'avais jamais envisagé de vous proposer car Sim était la joie de vivre incarnée. Voici vos grosses têtes. Depuis le jour de sa naissance, il n'a pas cessé de biberonner Jean-Jacques Perroni. Ce natif d'Auvergne est d'abord monté à Paris, puis sur la Seine, Jacques Maillot. Bonjour. Il vient de troquer son 4x4 trop petit contre un 8-8. Bernard Mabille. Bonjour. Génial inventeur du doigtier électronique, Sébastien Coé. Bonjour. Les femmes passent dans sa vie sans laisser d'autres traces que leur rouge à lèvres sur son pyjama. Philippe Chevalier. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes tous réunis comme d'habitude, mais une fois n'est pas coutume, réunis dans la peine. Pour pleurer un ami, mais en même temps l'évoquer comme il aurait aimé qu'on le fasse, c'est-à-dire en rappelant les bons moments vécus ensemble. Les derniers d'ailleurs s'étant situés à Cannes, et certains d'entre vous les ont partagés. Oui. Or, notre ami Sim était à l'époque en pleine forme. Mais il faisait des tours de piscine, hein? Oui, absolument. Et puis, il n'avait rien perdu de sa fantaisie légendaire. Alors, j'ai eu hier soir longuement Marie-Claude, son épouse. Et je rappelle d'ailleurs qu'elle a veillé sur lui pendant des années, alors que c'était une jeune comédienne pleine d'avenir lorsqu'elle avait rencontré notre ami. Et puis, pour mieux s'occuper de lui, elle ne s'est plus occupée de sa carrière et elle s'est consacrée complètement à son grand homme. Un grand homme très petit, mais dont on mesure aujourd'hui la place qu'il tenait dans le cœur des Français. Alors, bon, vous me direz, évidemment, la nature lui avait refusé un physique de jeune premier, mais en contrepartie, elle lui avait accordé tous les dons. Il excellait dans le mime, d'abord, ça a été sa première vocation, puis dans la comédie, puis dans la chanson, puis dans l'écriture. Il ne faut pas oublier qu'il fut à la fois un best-seller dans les librairies et un auteur joué à Paris plusieurs centaines de fois. Il excellait également dans la sculpture, dans la peinture, dans le bricolage et surtout, c'est ce qui nous le rend cher, il avait le don de l'amitié. Voilà. Nous allons aujourd'hui l'évoquer et je crois qu'on serait infidèle à sa mémoire si on ne riait pas encore avec lui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est sur RTL. Et pour vos grosses têtes aujourd'hui, Philippe Bouvard vous propose une émission spéciale en hommage à Sim. Alors, qu'est-ce qu'il était pour vous, Sébastien Coé, vous qui représentez la jeune génération? Mais moi, je l'avais vu, vous vous souvenez pas parce que j'étais dans la salle, mais une fois, quand j'étais petit, vous étiez passé à Royan. Vous vous en souvenez peut-être, oui. Oui. Voilà, c'est le moment où les grosses têtes, il y avait sous chapiteau, etc. Et moi, j'étais dans la salle. C'était pas véritablement un enregistrement des grosses têtes, c'était un spectacle payant, inspiré des grosses têtes. C'était payant. Est-ce que c'était voilà. payant? Je crois que le catalogue était à 30 francs, si je me souviens bien. Et... Je ne sais pas si vous vous souvenez du rôle tout à fait désopilant que Sim tenait sur la scène sous ce chapiteau géant. Mais c'était fabuleux. Moi, j'étais gamin, je devais avoir 9-10 ans. J'étais dans la salle et il y avait
Il y avait Philippe, il y avait Castelli, si je dis pas de bêtises, Oui, oui. tout de tête. Hein. Oui, Zitrone. Il devait y avoir Gérard Jugnot qui s'était déplacé et il y avait Sim plus Et Zitrone. Zitrone, ouais. Alors, il faut savoir que la séquence principale de ce show se situait au moment où Philippe Castelli venait soi-disant de rendre l'âme et où on l'enterrait sur la scène. Alors, on l'installait dans un caddie de supermarché avec 4 bougies aux 4 coins du caddie. Et, vous savez faire les trucs en grand avec vous. Tandis que Léon Zitrone faisait le commentaire des obsèques, et Dieu sait qu'il était très fort dans ce genre-là, Sim jouait les veuves éplorées, poussait le caddie avec Castelli dedans, et le clou de la séquence, c'était quand il buvait le champagne dans la chaussure du présumé mort. C'est vous dire comme c'était tout à fait inouï. Et il y avait, et je vous coupe, mais il y avait un truc qu'avait fait Sim, mais pendant des années j'ai tenté de le refaire et je l'ai jamais retrouvé. Si vous l'avez dans vos archives, ça s'appelait L'évadé du Nevada. Et nous l'avons entendu encore ce matin. Voilà, et c'était quelque chose. Attendez, ça montre à quel point c'était un bon comédien, parce qu'il avait une diction fabuleuse. C'est ce que prétendait Michel Audiard. Michel Audiard a défendu Sim, et c'est lui qui lui a vraiment fait tourner. Oui. Oh, mais finalement, il a une carrière très riche, parce que bon, on en avait fait un petit rigolo alors que c'était un grand comique, et Audiard l'a fait tourner, et Fellini l'avait fait tourner aussi. Hein. Alors, je voudrais dire que nous étions très proches, et quand je dis nous, c'est nous tous, puisque nous formons la famille des grosses têtes, et que Marie-Claude, son épouse, me l'a confirmé hier. Elle m'a dit que bon, il était entré à l'hôpital voilà 3 jours, et que tant qu'il en a eu la force, à 16 heures, il réclamait le transistor. On le posait sur sa poitrine et il écoutait les grosses têtes. Je voudrais alors maintenant vous faire entendre, parce que nous attendons tous ça, des arrêts sur son, comme nous disons dans notre jargon des grosses têtes, c'est-à-dire des moments tout à fait privilégiés de l'émission, et notamment celui où Sim retraçait la première partie de sa carrière difficile, hein, ces années de cabaret. Moi, il m'est arrivé un truc quand je faisais du cabaret, parce pour vivre, on faisait 3-4 cabarets dans la soirée. Moi, j'arrivais, on m'enlevait mon manteau, on me propulsait sur scène, et un soir plutôt, j'arrive, là, on m'enlève le manteau, j'arrive, et je commence à chanter La nymphe aux pieds mutins, et je vois plein de monde à travers les halos, les projecteurs, mais un monde fou. Je termine ma chanson, pas une baigne. Au bout d'un quart d'heure, je continue, contre vents et marées, et j'entends... Ah, je dis, ça vient... Toute la salle se lève, je me dis c'est un standing ovation. Non, c'était un quart de chinois et c'était le conducteur qui faisait ça pour que tout le monde foute le camp. Il y avait toujours dans l'humour de notre ami de l'autodérision. Hein. Oui. Il se moquait de lui-même, et il s'en moquait fort bien. En plus, on avait vu quelle facilité d'expression et d'écriture il avait. Hein. Oui. Vous l'aviez vu quand il faisait son one-man show de la baronne de la tronche en biais. Ça a été son premier personnage. Moi, je l'ai vu, et je vais vous dire, quand j'ai débuté dans ce métier, il y a un certain nombre d'années, je travaillais avec Madame Lebrun, et puis avec un dénommé Renzuili qui faisait des galas dans le Sud. Et Sim était devenu tellement efficace, contrairement à ce qu'il prétend, c'est qu'il y avait un certain nombre de vedettes qui refusaient de passer derrière lui. Or, à l'époque, c'était les fameux galas avec une vedette américaine et une deuxième partie, et le seul qui acceptait de passer derrière Sim, c'était Gilbert Bécaud. Mais les autres, ils n'osaient pas. Annie Cordy. Et Annie Cordy. Alors, était redoutablement efficace. Un souvenir de cette galère, parce que ça tenait plus de la galère que du gala. Et moi, je me suis tapé un jour un gala aux Arènes d'Orange, et j'étais en première partie de Johnny Hallyday, c'était à ses débuts. Mais c'était vraiment l'horreur dans la salle. Il y avait 5000 jeunes qui jetaient des trucs sur la scène, et devant moi, il y avait un jeune imitateur qui se prenait un bide. Il a tout reçu sur la gueule, du camembert, des œufs, des tomates et tout. Un quart d'heure comme ça, et moi, je devais passer derrière lui. Il sort de scène, on se croise en coulisses, il me tape dans le dos, il me fait « Allez-y, je vous les ai chauffés ».
Et dans le grand studio de RTL, aujourd'hui, on honore la mémoire d'un artiste unique. Hommage à Sim jusqu'à 18h avec les grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, il était irrésistible, et ça, tous les spectateurs, tout le public le sait, sur scène, à la télé, à la radio. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était aussi drôle dans la vie. Hein, aussi drôle. C'était le même. C'était le même en plus imprévisible et parfois en plus hard, parce que, par exemple, quand nous étions ensemble en tournée en province, son grand numéro consistait, alors que généralement nous étions dans un petit hôtel assez calme, à attendre minuit, c'est-à-dire le premier sommeil des gens qui résidaient à l'hôtel, à prendre son drap et à se déguiser en fantôme. Je l'ai vu plusieurs fois déambuler tout nu dans les couloirs. Vous savez, il m'a fait un coup. On avait rendez-vous avec plusieurs camarades au Fouquet's, on préparait une émission. C'était en plein hiver. Le détail a son importance. Et moi, je passe au Fouquet's depuis l'avenue Georges V. Et moi, je l'avais pas vu. Et lui, il remontait. Il avait une petite sacoche. Et il m'avait repéré. Il me bouscule et il tombe par terre, avenue des Champs-Élysées, en hurlant « On m'agresse, on veut me tirer ma sacoche !» C'est un jeune. Jamais lève-toi, vieux con. Et ça commençait à avoir un attroupement. Il y avait les gens derrière la vitrine du Fouquet's qui regardaient. Ça, c'était 50 fois par jour. Et lui-même avait l'air surpris par ses propres facéties. Alors je dois dire que à Cannes il nous était apparu dans une grande forme, avec toujours des histoires, des improvisations où il n'avait jamais le beau rôle. Jamais. Il avait de l'autodérision en permanence. Alors que bon, il avait eu une vie plutôt normale, qu'il avait séduit beaucoup de dames. Ah, c'était pas une légende alors? Non, mais les comiques séduisent beaucoup. D'ailleurs, il avait quelque chose qui faisait toujours rire. Il disait, bon, pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord la faire rire. Moi, pour les faire rire, je me déshabille. On dit femme qui rit, femme au lit. Bien sûr. Oui. Il y a des fois, femme qui rit, vache qui rit aussi. Ça, c'est après 10 ans de mariage. Alors, il savait tout faire dans le monde du spectacle. Bon. C'est un bruiteur aussi, formidable. Un bruiteur. Alors, il faisait le bébé merveilleusement. Et alors, il faisait aussi le bébé à la télévision et il arrangeait sa bouche de telle façon qu'on pensait qu'il n'avait pas encore de dents. Oui, il arrive. Il avait une mobilité faciale extraordinaire. Ouais. Alors, parmi les facettes de son talent qui prouvait sa diversité de tons, il y avait l'activité chorégraphique qu'on a un peu sous-estimée ce matin quand on a évoqué sa carrière. Il dansait la mort du cygne. Et il la dansait bien. D'ailleurs, il disait, c'est à pleurer. Et puis, il chantait. Qui ne se souvient de J'aime pas les rhododendrons? Un tube énorme. Tube énorme. Et la petite libellule, c'est très beau. C'est dans le film d'Audiard. Elle cause pas, mais... Et alors, son grand succès, c'était quand même Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Bon, qui avait servi d'ailleurs de titre à son livre best-seller. Et j'avoue que moi, qui suis pas très familier de la chanson, j'ai cru longtemps que c'est lui qui l'avait chanté pour la première fois. Il avait chanté en premier. Il avait fait la chemise grise. Oui, la parodie de... la chemise grise. La parodie de Grise. Et puis, il y avait Louis la Brocante. Oui, ils étaient très copains avec Victor Lanoux, très liés. Ils avaient joué au théâtre longtemps. La ritournelle. Alors, pièce de Lanoux et puis une pièce de Sim aussi. Et puis lui-même a écrit une pièce qui s'appelait Une cloche en or. Oui, c'est celle-là que j'évoquais. Il avait un rôle de vieille dame dans une pièce de Lanoux. Il était formidable. Alors, il y a cette prouesse verbale de l'évadé du Nevada que Sébastien Coé évoquait à l'instant et qui constitue sa petite Marseillaise personnelle. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader, sur un vilain vélo volé qui le volait dans une villa, et le valet qui fut volé vit l'évadé qui s'envola. Si l'évadé du Nevada s'est évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait au lit d'Eva et le voulait pour s'y lever. Sur le divan de la diva, on vit l'évadé s'affaler, mais quand Eva le revila, elle le vida pour l'éviter, et l'évadé du Nevada fut délavé dans la vallée par toute l'eau qui tombait là, et l'on vit l'évadé vanner, s'avouer que la vie d'évadé ne valait pas la vie d'avant, car en vélo, quand le divan, le vélo, c'était évident. Et l'évadé du Nevada évalé dans la vallée, dans l'auto, il dit, me voilà, je vois que là vous m'en voulez, car toute l'eau qui m'a lavé, toute l'eau que j'ai avalée m'a dégoûté de m'évader dans la vallée du Nevada, et voilà.
Alors vous qui êtes du bâtiment, est-ce que c'est pas un exercice fabuleux sur le plan de l'élocution, de la prononciation? Il faudrait qu'on essaie tous. Un jour, il faudrait se mettre sur papier. Parce que à retenir, déjà, c'est un grand truc. Hein. Mais alors, sur papier, il faudrait que je m'entraîne. Non, c'est formidable. Hein. Ah bah oui. Il avait fait aussi un truc très très drôle. Il avait cité toute une tirade de Racine ou de Corneille, mais sans les liaisons. C'est pas vrai. Eh ben, nous l'avons. Ah, je voudrais encore vous dire, je vous aime. Je vous fais en tremblant ce tendre et doux aveu, car sans hésitation, en ces instants suprêmes, on veut le doux objet dont on est amoureux. Quand on est amoureux, on a en soi deux hommes. Quand on aime, on est fort et on est un enfant. Et oui, ça saute aux yeux. Devant Ève et sa pomme, vous êtes plus enfant qu'un enfant de 10 ans. L'amour vient sans histoire et comme un bon apôtre, et petit à petit c'est affreux, il vous a. On délaisse les uns et on oublie les autres, et on perd ses amis parfois quand on en a. Philippe Bouvard vous accompagne jusqu'à 18h sur RTL pour une émission spéciale en hommage à Sim. Dans les grosses têtes également, Sébastien Coé, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Jean-Jacques Perroni. Naturellement, on aurait aimé aujourd'hui que Jacques Balutin fût parmi nous, mais il était dans sa province et on va quand même l'avoir avec nous grâce au téléphone. Bonjour mon cher Jacques. Bonjour Philippe. Nous sommes tristes, nous avons perdu un ami et c'est le même. Ouais. Vous étiez sans doute un des plus proches, hein? Oui, bien sûr, on a fait plein de bêtises ensemble et je me souviens, entre autres, quand on était, parce que je viens de vous entendre là, et que je présume qu'il veut absolument qu'on rigole, quand on a enregistré les grosses têtes le soir, il y a 30 ans de ça. Oui. Très souvent après, nous allions souper avec Sim et nos deux épouses. Et nous allions dans une grande brasserie parisienne. Donc quand on arrivait, il était 23h, la brasserie était pleine évidemment. Et le maître de l'hôtel se précipitait en disant « Ah, monsieur Sim, venez, j'ai revu là. » Et il partait devant et à ce moment-là, Sim se vautrait au milieu de l'allée principale, mais une serpillière qui tombait comme ça. Donc tout le monde se précipitait pour le relever. Et là, il allait voir quel était le fil qui avait été tendu entre deux tables à l'arrivée pour le faire tomber comme ça. Et quand on sortait du restaurant, il était donc 1h du matin à peu près, les poubelles étaient sorties, il ouvrait le couvercle d'une poubelle, il montait dedans, il faisait au revoir, je suis arrivé à demain. Et il fermait le couvercle de la poubelle, il rentrait dedans. Oui, totalement fantaisiste et imprévisible. Comme je vous ai entendu hier quand vous disiez qu'il était imprévisible, il était complètement imprévisible. Et aussi drôle dans la vie que sur scène. Pareil, comme tous les grands... C'était un grand comique, c'est un grand acteur surtout. Je veux dire, il a fait des choses... il a tourné avec Fellini quand même, personne ne le sait ça, mais Fellini l'a appelé pour tourner dans un film, c'est quand même pas rien. Je veux dire, il y a très peu de gens en France qui ont tourné avec Fellini, je crois même qu'il est le seul. C'était un humoriste, on le reconnaît d'ailleurs. Oui. Ce n'était pas qu'un comique, puisqu'il faisait ses textes et qu'il portait un regard caustique et parfois sarcastique sur notre société. Est-ce qu'il n'était pas un peu désespéré, comme tous les humoristes ? Honnêtement, je crois pas. Moi, j'ai toujours fréquenté... Bon, je ne fréquentais que dans le travail et un peu en dehors, parce qu'on se voyait de temps en temps, parce qu'il habitait pas très loin de chez moi, à côté de Boulogne, donc on allait manger l'un chez l'autre. Mais j'ai pas de souvenir de morosité chez lui, je veux dire. Non, pas morosité, mais enfin, il ne croyait plus à grand-chose et il s'en amusait d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais comme il s'amusait de lui-même, je veux dire, il a toujours été très critique par rapport à son physique, par rapport à son talent, alors qu'il avait un talent énorme, et même comme écrivain, je veux dire, son bouquin Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, ça a fait un carton d'enfer parce que c'était magnifique. Alors un de ses numéros comiques les plus efficaces, c'était quand il racontait ses pseudo bonnes fortunes, hein. Oui, quand il disait des filles, j'en ai eu des tas, surtout des tas. c'est resté célèbre aux grosses têtes. Alors il racontait comment tout jeune adolescent il avait découvert l'amour avec la femme d'un tailleur
dans l'armoire. Vous vous souvenez pas de ça? Non, je me souvenais pas, non. C'était un bon moment. Hein. Mais généralement, ces récits d'idylle se terminaient quand il tombait du lit ou quand il arrivait pas à monter. Oui, absolument, oui. Oui, c'est vrai. Oui. C'est tout à fait lui, ça. Cela dit, il y a peu d'artistes aujourd'hui qui aient exploité autant de facettes. Hein. Énorme. Parce que, bon, il a commencé avec la marquise de la Tronchambier. Bon, la baronne. La baronne de la Tronchambier, mais... Parce qu'il excellait dans le travesti, hein. Oui, mais il a alors quand même que le son physique ne l'y disposait pas. Mais il a quand même joué une femme au théâtre dans la pièce de Victor Lanoux, La Ritournelle, où il faisait une vieille dame... Et c'était pas du tout comique, je veux dire, c'était pas une charge, il n'était pas déguisé, il faisait une vieille dame en scène. Et il a fait un succès énorme au théâtre. Il n'était pas que travesti, je veux dire, ça faisait pas travesti là sur la scène, il a fait un énorme triomphe. Et puis bon, il s'était un peu écarté du spectacle et des grosses têtes lorsque, voilà 3 ans, il avait pris sa retraite, hein. Oui, qui disait, mais enfin bon, il a levé un peu le pied parce qu'il était bien où il était, parce qu'il était dans un et surtout parce que s'il amusait les autres, il ne s'ennuyait jamais avec lui-même. Hein. Voilà, mais il savait faire tellement de choses. Hein. Il peignait aussi. Vous avez vu ces tableaux, hein, c'était pas mal. C'est magnifique. Il peignait, il écrivait sans arrêt. Il bricolait énormément. Il bricolait énormément. Bon, en plus, dans sa propriété où il est, il avait un énorme étang. Il allait à la pêche, il surveillait ses carpes. Enfin, je veux dire, il avait toujours un centre d'intérêt. Bon, en plus, il prétendait d'ailleurs, mais les temps c'était précédemment qu'il y avait un brochet qu'il pêchait toujours le même. Oui. Puisqu'il lui avait donné un prénom. Oui. Et puis parce que chaque fois qu'il l'avait pêché, comme il avait du cœur, il le remettait à l'eau. Il se relâchait. Absolument. Oui. Voilà, merci Jacques Balutin d'avoir évoqué l'amissime et à bientôt. À bientôt. Au revoir. De vos grosses têtes, Philippe Bouvard. Voilà, je vous rappelle que nous rendons aujourd'hui hommage à notre amissime qui vient de disparaître, que nous rendons cet hommage avec la tristesse que nous éprouvons, mais aussi avec l'envie de rire qui a été la sienne pendant toute sa vie et qu'il a su nous communiquer. Autour de moi aujourd'hui, Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean-Jacques Perroni. Présent. Sébastien Coé. Oui, Sacha Guitry. Et Philippe Chevalier. Présent. Alors un mot de cette actualité qui est politique, hein, comme tous les week-ends, vous avez remarqué. C'est riche. Ils ne chôment jamais les hommes politiques. Ils font leurs universités d'été. Et là, ils étaient tous en chemisette. Ouais. Alors, d'abord, on s'est souvent demandé pourquoi notre président avait toujours le portable à l'oreille. Eh ben, on a compris pourquoi. Parce que il appelle personnellement des milliers de gens. La preuve, c'est que les 1800 jeunes qui ont participé à l'université d'été de l'UMP ont trouvé un message personnel du président de la République. Mais ça se fait en une fois, ça. D'accord. Il a pas fait 1800. Oui, peut-être. Ah bah oui, sinon il mettait 10 ans. Ou alors c'est comme les trucs électroniques, c'est que le prénom est remplacé. Oui. Ouais. Ah oui. Bonjour cher Dominique, j'espère que ça va. Chaque fois il change. Avec une voix électronique. 1800 à peine. Bonjour chère Bernadette, j'espère que ça va. Alors, il a peut-être appelé 1800, il n'a toujours pas rappelé Jack Lang. C'est un peu dommage. Ah oui, il attend parce toujours, qu'il attend le que pauvre, ça, ouais. Pépère. Alors on se demande aussi qu'est-ce que font les participants, quel genre de travaux ils mènent dans les universités d'été. Je peux vous renseigner, j'ai la photo sous les yeux, une séance de travaux pratiques. Il y a face à face Jean-Louis Borloo et Xavier Bertrand. Et qu'est-ce qu'il y a entre eux? Une bouteille. Un baby-foot. Vous voyez, Borloo, il s'est joué au jeu de bistrot. Et il joue au baby-foot. Voilà les travaux pratiques d'une université d'été. Ah oui, oh là, c'était dur. Je regardais Bayrou hier, ils n'étaient pas nombreux là, dis sur donc, sa toile. Bayrou, vous trouverez pas que c'est le Raymond Domenech de la politique? Parce qu'un mauvais pareil, il est dedans.
L'avantage, c'est qu'il va nous débarrasser du PS, parce que tout ce qui touche Pépère, ça coule. Il n'y a pas de chance là. Oui, mais il a même pas 22 personnes à entraîner, lui. Ah bon. Alors, parmi les amis, les vieux compagnons de notre cher Sim, bien sûr, figure Jean Dutour. Bonjour Jean Dutour. Bonjour Philippe Bouvard. On peut dire que vous avez été le témoin, et souvent hilar, des facéties de Sim pendant plusieurs décennies. Plusieurs décennies, oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui m'était très cher et qui tenait beaucoup de place en moi, ce cher Sim. Et il est devenu encore plus cher quand vous avez vu qu'il avait un joli brin de plume. Il avait un joli brin de plume, il avait tous les dons. Oui. Et en particulier le don de la gentillesse, ce qui n'est pas si fréquent. Et ce brin de plume qu'il avait longtemps mis dans un endroit que la décence m'interdit de nommer, il avait un jour plongé dans l'encrier et avec un grand succès, parce qu'il a fait de jolis tirages. Oui, mais, ce qui est surtout remarquable dans ses livres, c'est qu'il y montre son caractère, qui était un caractère charmant. À la fois gentil et drôle. Et puis alors, dans les rapports humains qu'on pouvait avoir en dehors de l'émission, avant, après, les autres jours, il était toujours disponible, amical. Toujours. Affectueux, Il descend d'une grande famille, la famille. Alors, les Berrier, effectivement, il s'appelait Berrier. C'était une grande famille d'avocats, Et oui, c'était le Maurice Jaffry ou le Floriot. C'était un très grand homme, mais en même temps homme politique. Il a vécu 98 ans, c'est-à-dire qu'il a couvert tout le 19e siècle. D'ailleurs, il y a un concours d'avocats qui porte le nom de Berrier. La conférence Berrier. Et il y a une rue Berrier à Paris, avec une fondation Berrier, tout près de l'Étoile. Bien sûr. Et il était très fier de cette filiation. C'était un descendant, et aujourd'hui, ce sera un ancêtre. Oui. Voilà. En tout cas, je trouve qu'il est absolument représentatif de la fable Le Chêne et le Roseau. Il y a des tas de chaînes qui n'ont pas eu son talent, qui n'ont pas eu sa notoriété, mais qui ont travaillé dans le même secteur que lui. Et lui, c'est lui qui est là, qui reste. Merci Jean Dutour, merci. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7. sur RTL. Cet après-midi sur RTL, les grosses têtes rendent hommage à Sim, une émission spéciale dirigée par Philippe Bouvard. Alors, il y avait ces tournées hilarantes du spectacle inspiré par les grosses têtes qui n'avaient qu'un lointain rapport avec les grosses têtes, parce que ce qu'on faisait dans la province, c'est-à-dire en dehors de nos diocèses respectifs, on n'aurait jamais osé le faire à Paris. Jamais, jamais, jamais. Et il y avait une séquence où nous essayions, Sim et moi, de reconstituer l'émission à succès de l'époque, L'école des fans de Jacques Martin. Alors, c'était très simple, j'essayais d'imiter l'inimitable Martin, et Sim se déguisait en petite fille. Alors bon, c'était pas évident, on lui passait une petite robe, il avait une perruque avec 2 couettes qui lui descendaient de chaque côté du visage, et puis nous voilà partis. Alors bon, moi je tendais la perche et il disait des horreurs à ses parents qui étaient soi-disant dans la salle et qu'il accusait des pires turpitudes. Il s'adressait aux personnes du premier rang en leur disant également des horreurs ou des cochonneries. Et puis un moment vient où je ne sais pas ce qui se passe, mais mon pied dérape dans le tapis de scène et je m'écroule sur la scène. Et j'étais complètement allongé devant 5000 personnes, ce qui est bon, inattendu, un peu vexant, mais dans un spectacle comique, tout est permis. Alors, il en a profité, ça n'a pas pris 5 secondes, il est venu me chevaucher, toujours en petite fille. J'étais donc allongé avec cette curieuse personne qui semblait faire du cheval sur la mienne, et je n'en pouvais plus de rire, mais en même temps j'étais très gêné. Et alors il m'a dit plus tard que pour l'inciter à se lever et à me rendre un peu de dignité, je lui avais dit seulement:
écoutez, mon cher Sim, n'oubliez pas que je suis directeur de France. Ce qui n'avait véritablement aucun rapport. Dans l'actualité, il y a un joueur de basketball qui a été jugé trop grand pour disputer un match. Alors que, attendez, d'habitude, on les font 2m12. Bah oui, on prend pas des nains, oui. Alors celui-là faisait 2m15. Ouais. Bon, il mettait la main dans le panier tout de suite. Ah ben oui, pas d'effort. Comme vous dans le métro. Voilà. C'est agréable. Sans effort non plus. Uniquement avec celle qu'on le cuba. Oui. Ouais. Ça, il y en a. Et uniquement quand je suis en forme aux heures de pointe. Et donc, il a été disqualifié pour une qualité qui d'habitude fait recruter ses homologues. Et alors, il faut rapprocher ça du fait que vous avez dû le voir dans vos journaux, que lors d'une virée dans une usine normande, on avait photographié, comme d'habitude, le président de la République entouré avec des employés. Et un journaliste belge a fait dire à une dame qui avait été prise en photo qu'on l'avait choisie parce qu'elle était plus petite que le président. Moi, ce que je lui conseillerais à Sarko, c'est d'aller visiter maintenant les usines de nains de jardin. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Oui, mais je peux l'accompagner, vous savez. Oh, j'ai pas dit ça pour vous, Fifi. Le prenez pas mal. Non. Alors, naturellement, ça a été complètement démenti par le service de presse de l'Élysée, qui a dit que c'était totalement saugrenu et grotesque. La taille Alors, attendez, on avait dit la semaine dernière que c'était des gens qui étaient sympathisants de droite qu'on choisissait. Après, c'est les petits. Alors, en tout cas, c'était des ouvriers très propres. Les blouses étaient d'un blanc. C'est vrai que ça va commencer à être difficile. Si à chaque fois on commence à les prendre de droite, ensuite petit, ça commence à... Ça devient difficile, les critères deviennent Pourquoi mâchait-il du chewing-gum? Vous le saviez ça? Ah oui, il arrêtait pas de mâcher du chewing-gum. Il parlait aux gens en mâchant du chewing-gum. Parce que c'était un malabar. C'est pour compenser. Ah oui, bravo. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. 16h, 18h. Sur RTL. Les grosses têtes honorent la mémoire de Sim pour cette émission spéciale. Sont présents Philippe Chevalier, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Sébastien Coé et Jean-Jacques Perroni. Aux commandes, Philippe Bouvard. Alors, au téléphone, un des plus grands amis de Sim, qui fut à la fois son compagnon de scène, son auteur aussi, Victor Lanoux. Bonjour Victor Lanoux. Oui, bonjour Philippe. Ah, c'est une triste circonstance qui me fait vous appeler, hein. Ben, je me doute, oui. Nous avons tous été effondrés, et vous particulièrement, qui l'avez beaucoup vu en dehors des scènes, hein. Ben oui, on avait une complicité, une amitié, je dirais, fraternelle. Sim m'appelait toujours son grand frère, alors qu'il avait 10 ans de plus que moi. Moi, je l'appelais mon petit frère, parce qu'en fait, ça nous est arrivé une fois ou deux que Sim soit un petit peu agressé lors de nos tournées théâtrales. Les gens sont, alors, la plupart du temps, inconscients. Ils voient quelqu'un comme Sim qu'ils adorent, bien entendu. Et il se précipite sur lui, presque à lui enlever ses vêtements ou lui voler sa casquette et tout ça. J'ai dû une fois ou deux intervenir un peu brutalement auprès de ces gens-là. Et depuis ce jour, pour Sim, j'ai été le grand frère, le protecteur, la barbouze, enfin bon, on avait ces rapports-là, mais qui étaient en même temps des rapports. Alors, vous vous étiez rencontrés sur scène, à l'occasion d'ailleurs de spectacles qui avaient bien marché, des pièces signées de vous, une pièce signée de lui, et puis dans Louis la Brocante aussi. Alors la pièce signée de lui, moi je jouais pas avec lui. Par contre, effectivement, un peu plus tard, quand j'ai commencé à faire des brocantes, mon fils Richard, qui en a écrit énormément, me dit « Mais pourquoi tu ferais pas une sorte de duo avec Sim, on essaierait de trouver des idées, on ferait un personnage récurrent, ça pourrait être drôle. » Et effectivement, on a créé ce personnage de Théodore de Montalembert, qui est un personnage totalement saugrenu,
et qui lui allait ravir, quoi. Et pour tenir ce personnage, eh ben, il prenait ses distances avec la retraite, hein. Ah, bah oui. De toute façon, il avait à peu près... Bah, vous le savez comme moi, Philippe. Simus, il faisait 2 choses, en fait, dans l'année. 1 ou 2, voire 3 grosses têtes et une brocante. Et il refusait de faire quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, il était venu faire les grosses têtes de l'été chez moi à Cannes, et il avait fait 5 émissions, dont plusieurs en direct, et avec l'abattage qu'on lui connaît, et nous l'avions trouvé en pleine forme. Vous aussi, hein? Non, mais il a été en pleine forme jusqu'à il y a 15 jours. Oui. Il est parti très très rapidement, et bon, il a fait une vague chose au poumon qu'on a déclaré au départ pneumonie, puis petit à petit on l'a appelé autrement, et puis encore autrement, et puis lui il s'éteignait tout doucement. Ça a été fulgurant, quoi. Voilà, alors nous voulons croire qu'il aurait aimé qu'on évoque sa mémoire en continuant à rire avec lui. Merci Victor Lanoux. Merci à vous. Alors, nous avons retrouvé dans notre sonothèque, dont on redécouvre sans cesse les trésors et qui est devenu au fil des décennies quelque chose d'incroyable, on a retrouvé une histoire. Alors, c'est une histoire de tournée du spectacle des grosses têtes. Alors, ça se passe à Nevers, on est là pour faire un gala, et il y a le maire de la ville, qui est à l'époque Pierre Bérégovoy, qui nous a rejoints. Ah non, je crois que là, on a cru mourir de rire. Monsieur le maire, monsieur Bérégovoy, est venu nous saluer avant le spectacle. Oui, parce qu'après, il nous aurait pas salué. Non, il a pas assisté au spectacle entièrement. Et alors, on a un traiteur qui vient nous faire à manger le soir, comme ça, c'est très joli, on est de tous les plats. Et il y avait Philippe, il y avait Gérard Jugnot, Castelli et moi-même. Et Léon Zietron était encore à l'hôtel. Et Gérard Jugnot dit excusez, monsieur Zietron n'est pas encore là, mais il va pas tarder d'arriver. Mais méfiez-vous, monsieur le ministre, parce que quand il mange, il éclabousse beaucoup. Alors quand il va vous saluer, on va rester là le long du buffet, bien entendu, vous avez intérêt à vous reculer un peu. Bon, et Léon arrive. Léon arrive, alors il embrasse tout le monde, enfin, il fait des baise-mains à madame Bérégovoy, monsieur le ministre et tout ça, et la conversation se poursuit. Et Léon attrape un gros bout de jambon avec du pain, et il se colle ça, loup, dans la bouche, et en faisant ses civilités, laf, il envoie un gros bout de gras sur la main du ministre des Finances. Oh, non, et il s'en aperçoit et il dit « Oh, monsieur le ministre, excusez-moi ». Et monsieur Bérégovoy fait « Oh, c'est de ma faute, j'aurais dû me méfier parce que Gérard Jugnot m'avait déjà prévenu ». Et je peux vous dire que c'est pas enjolivé du tout, car j'étais présent à la scène et ça s'était déroulé exactement ainsi. Avant le journal de 17h, suite de vos grosses têtes, une émission spéciale. Aujourd'hui, émission en hommage à Sim. Philippe Bouvard et ses sociétaires se souviennent. Ce sont vos grosses têtes qui vous accompagnent jusqu'à 18h. Kadhafi fait encore parler de lui. D'ailleurs, il ne se lasse pas. Hein, et généralement, c'est pas agréable. Qu'est-ce qu'il a fait, colonellement, vous Alors, il a fait 2 choses. D'abord, il a fêté le 40e anniversaire de son accession au pouvoir, avec un grand spectacle qu'il avait demandé qu'on monte spécialement. Sous chapiteau. Alors, c'est sous un chapiteau où tous les notables étaient conviés, mais avec une scénographie surprenante, puisque on voit, et j'ai la photo en couleur sous les yeux, des gens qu'on s'apprête à pendre. Heureusement, ce sont des figurants qui échapperont au châtiment. Et il y a au-dessus d'eux le gibet et la corde, et c'est merveilleusement éclairé. C'est le spectacle qu'ils voulaient voir. Dites donc, il paraît que ce sont des metteurs en scène français. On n'a pas eu les noms. Français. On aimerait bien savoir qui société française. C'est intéressant. C'est incroyable, ça. Mais c'est esthétique, c'est pour faire rire. Il est tellement charmant. Le tableau avec les pendules,
début, ça s'appelait j'y vais pas. C'est le... Et puis alors, il a fait une proposition aux Nations Unies. Ouais, alors, j'ai vu comme ça. il avait eu des problèmes, enfin son fils a eu des qui problèmes. est très taquin. À Il avait eu des problèmes à Genève. avec des employés de maison. Parce que son fils, il roule trop vite dans la ville et il injurie volontiers les gens comme ça, mais c'est pas méchant. Mais c'est pour pratiquer la langue. Il n'y a pas de mauvais fond. Ouais. Alors, bien que les Suisses soient venus s'excuser à Tripoli, parce que le fils n'était pas très poli. Il mange couché, il mange des Tripolis. Eh bien, il a proposé que on démantèle la Suisse. Oui, oui. Alors c'est très simple, les cantons français iraient à la France, les cantons italiens iraient à l'Italie, le Tessin. Les cantons où on parle allemand, iraient à l'Allemagne. Et les 3000 noms, ils iraient où alors? Voilà. On sait pas. Bon, naturellement, je pense pas que les Nations Unies vont suivre les injonctions. Non. Notre ami Sim était aussi un pédagogue. Un professeur de bonne manière, à sa façon, bien sûr. Et ici, il nous avait donné une belle leçon. Quand vous offrez des fleurs à une dame qui vous a invité chez elle, ou que la dame vous fait « Oh, elles sont belles vos fleurs », vous pouvez répondre « Elles peuvent ». Il y a des choses... il faut respecter quand même. Bon, par exemple, si au cours d'une réception, une dame fait à la fin du repas, tiens, un ange passe. Et vous pouvez dire très élégamment, c'est pas comme votre ragoût de mouton. Ou alors si on te dit par exemple, vous allez prendre un café, tu fais oh non, seulement après un bon repas. Voilà, avec un humour décapant et vous remarquez très très rapide, c'est un humour bien à lui. Naturellement, il faisait des blagues. Bon, et Jacques Balutin nous l'a dit, mais il y en a une qu'ils avaient faite ensemble et qu'ils ne nous avaient pas racontée. C'était une revue d'oreilles. Là, on a tourné dans un sublime village où cet imbécile était en uniforme. Il arrêtait et on était en uniforme de gendarme toute la journée. Et c'est le mois de février à Flassan, il y avait personne. Donc il arrêtait les bagnoles. Il faisait hop. C'est vrai. Alors les gens, le gendarme, il pilait. Qu'est-ce que j'ai fait? Revue d'oreilles. Il leur passait les oreilles, voir s'ils avaient les oreilles propres. Parce que les gens me reconnaissaient pas. J'avais le costume du flic, bien sûr, enfoncé jusqu'aux oreilles. Et puis j'avais la paille, tu vois, qu'on met dans les sodas pour boire. On appelle ça un chalumeau. Un chalumeau, bon. Et je leur filais la paille dans l'oreille et je regardais comme ça. Il y a une bonne femme dans une de chevaux. Elle était énorme, la bonne femme. Et puis je lui dis, madame, est-ce que vous avez des stupéfiants dans votre voiture? Elle me fait, oh non, monsieur. Donc ouvrez le coffre. Et j'ai ouvert une valise et j'ai sorti un soutien-gorge énorme. Et j'ai dit, ça, madame, c'est stupéfiant. Les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. C'est une émission spéciale en l'honneur de Sim pour lui rendre hommage. Bernard Mabille, Sébastien Coé, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et Philippe Chevalier. Notre ami Sim s'était révélé aussi comme un grand connaisseur de la mécanique des pièces de théâtre. Premier acte. Monsieur est dans la voiture, il conduit à côté, il y a sa femme. Sa femme. Attention, c'est la deuxième. Non, je t'ai dit la deuxième à gauche. Mais non, mais c'est pas la première, c'est la deuxième à gauche. Attention, là, c'est rouge, là. Ta gueule, c'est moi qui conduis. Fin du premier acte. Deuxième acte. Madame est dans la cuisine. Elle assaisonne la salade. À côté de la dame, il y a le monsieur. Il fait, mais qu'est-ce que tu fous là? Non, mais regarde un peu, t'as mis trop de vinaigre dans la salade. Et puis là, il n'y a pas assez d'huile, et pourquoi t'as pas mis d'ail? Ta gueule, c'est moi qui cuisine. Quatrième acte. Troisième. Ta gueule, c'est moi qui raconte.
Irrésistible. On se fait avoir à chaque fois. Ah ouais. Je suppose que les justiciables que vous êtes ont été sensibles à la réforme proposée. D'abord, la suppression du juge d'instruction. Oui. Oh, bah oui, parce que nous, on n'a pas besoin d'instruction. Ah non, on en a déjà, nous. Hein. Ouais. Ensuite, alors, on sera plus mis en examen, mais mis en cause. Oui. Déjà, on n'était plus accusé déjà. Non, hein, c'est plus doux. Oui. Ah oui. C'est plus doux, il n'y aura plus de fouille à corps pendant la garde à vue. C'était inculpé avant. Inculpé. Oui, c'était mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Alors moi, j'ai une autre formule qui irait un petit peu plus loin dans la litote, ce serait de dire c'est un coupable en état d'innocence différée. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Oui. Comme l'échec scolaire qui est différé. Voilà. Vous avez vu, la taxe carbone, ça devient une contribution. Oui. Et alors, pour la calculer. Mais pourquoi on ne referait pas la vignette? Attendez, le gars, il veut une grosse bagnole qui pollue bien. Eh ben, il paye. Oui, mais ça va être payable à la tonne. Alors, comment on va calculer sa tonne de carbone? Alors, vous avez vu que chacun d'entre nous expulse par an 4 tonnes de carbone. Ils vont mettre un compteur au cul pour voir... Mais non, mais c'est pas par le cul qu'on on en a déjà pour 50 €. Hein, Jean-Pierre Coff va être ruiné. On va lui envoyer le releveur du gaz et je vous laisse à penser où il devra mettre son nez. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'on va payer une taxe, mais ils vont nous la rendre. Oui, c'est ça que j'ai pas compris. Je comprends pas le C'est incompréhensible. Ils en rendront moins que... Non, a priori, non. Oui, c'est comme dans le TGV, un prêté pour un rendu. Là, tu parles ça de va être des sandwich calculs jambon beurre. Alors, toujours la réforme, la réformette, hein, et il faut voir ce que ça va donner de la justice. Il y aura plus de secret de l'instruction. Mais il y en a déjà plus. Il y aura un secret professionnel. Vous êtes priés de ne pas rire. Non. Il y a quand même des types qui sont payés pour enfiler les mouches. J'avais vu le secret de l'instruction, Là, entre Le Monde et le journal du dimanche, il y a tout. Et puis alors, le Grand Orient, vous savez, c'est la réunion des francs-maçons. Ah oui. Alors, ils voulaient accueillir des sœurs. Pas des bonnes sœurs, des sœurs qui seraient venues... Ça peut être des sœurs qui sont bonnes quand même. Des copines. Voilà. Des sœurs bonnes. Les sœurs bonnes qui doivent... Là-bas, dans la loge, elles ont un très joli tablier de sapeur. Eh bien, les hauts dignitaires de l'obédience ont refusé. Et vous savez pas pourquoi? Non. Ils ont dit, notre règlement dispose que pendant plusieurs mois, un nouveau membre de la société ne doit pas prendre la parole. Et une femme n'en serait pas capable. Ah oui. C'est une observation forte. Ah oui. Et c'est pas faux. C'est de l'histoire naturelle. C'est peut-être pas faux. Pas faux quand même. C'est de la ségrégation quand même. Mais non, pas du tout. Regardez, au gouvernement, il y a des femmes qui disent jamais rien. Oh bah oui, et puis elles n'ont pas intérêt à moufter. Celle dont on trouvait pas le nom tout à l'heure, elle dit rien. C'est pour ça qu'on connaît pas le nom. C'est la secrétaire d'État à quoi déjà? Aux aînés. Aux aînés. Il faudrait mieux qu'elle s'occupe des jeunes. Oui. Nous avons trouvé également parmi les histoires racontées par Sim, alors peut-être l'une des plus étonnantes, ça se passe au Bois de Boulogne et la baronne s'est égarée dans une allée pas très bien fréquentée. J'ai crevé au Bois de Boulogne une fois. Et t'as fait des ronds? Ah oui, en voiture, bien sûr. Oui. Puis j'étais habillé en baronne parce que j'avais un gala, j'avais pas le temps de me déshabiller entre les deux galas. Et là, dans le Bois de Boulogne, arrivé près de la cascade, pof, ça y est, je crève. Alors je descends, et puis j'oublie complètement, j'étais tellement en retard que j'étais habillé en baronne de la Tronchambier, me voilà avec mon démonte-pneu, enfin celui qui était dans le coffre. en train d'essayer de changer ma roue. Et j'entends derrière moi, salope, tu viens bosser ici, c'est chez nous, le trottoir t'appartient pas. C'était 2 ou 3 demoiselles qui étaient là. Il y avait Albert, Maurice et Julien. Cet après-midi, dans les grosses têtes, Sim est à l'honneur avec une émission qui honore sa mémoire. Jusqu'à 18h, Philippe Bouvard et ses sociétaires se souviennent. Il y a d'autres souvenirs de Sim. Parce que il avait cet art que vous possédez d'ailleurs les uns et les autres, de prendre dans son vécu, comme on dit aujourd'hui, des scènes qui n'avaient l'air de rien et d'en faire des petits chefs-d'œuvre de comique. Alors ainsi, un jour, alors qu'il participait à l'émission de Jean Nohain,
Les 36 chandelles, première émission de la télévision, ce qui ne nous rajeunit pas. Il avait été invité, esqualité, à l'Élysée. Et non seulement invité à l'Élysée, mais invité à dîner à la table du président. Et avec Jean Nohain, il nous racontait ça d'une façon irrésistible. Non, mais fait. Tu sais, mon cher Sim, ce ferait tellement plaisir que vous veniez déjeuner à l'Élysée. Vous allez faire l'arbre de Noël de l'Élysée. Alors, vous venez à l'Élysée, un petit repas intime et tout ça. Et j'arrive et j'étais complètement mort de frayeur. Moi, j'étais en bout de table et il y avait Madame Germaine Coty, qui était la femme. Ah du oui, président adorable. Coty. Adorable femme. Et le repas se passe, le repas se passe bien. Et moi, j'avais pas ouvert la bouche. J'étais tellement paniqué que je sortais de ma province, moi. Et j'arrive là, je regardais tout le monde et je les écoutais. Et puis de temps en temps, pour savoir si j'étais encore là, Madame Coty disait « Ça va vous, monsieur, là, au bout de la table ?» Je dis « Oui, madame, ça va très bien. » Le repas arrive, on nous sert des oranges givrées. Oui. Alors, avec des grosses pinces, genre pince à escargot. Je mets ça comme ça pour attraper le truc. Personne ne me voyait. Au moment où je vais mettre ma petite cuillère dans la crème, laf, il y a la pince qui se détend et mon orange fout le camp dans une bibliothèque qu'il y avait là. Alors inutile de te dire qu'il a fallu que j'use de stratagèmes assez particuliers pour récupérer le truc. J'ai été aux toilettes avec Jean Nohain, j'ai mis mon orange dans les toilettes, ça, je tirais la chasse, ça partait pas. Je l'ai déchiré en tout petits morceaux. C'est pas pour ça. Oui, Nohain attendait son tour, bien sûr, à la porte des toilettes. Et quand il est rentré dans la toilette, il a vu plein de petits morceaux d'orange comme ça. Il m'a fait, vous voyez, vous auriez jamais dû manger la peau, c'est indigeste. Un chef-d'œuvre, hein. Alors, un petit mot quand même pour vous dire que tout à l'heure, on parlera un petit peu de l'actualité parce que elle l'inspirait beaucoup et puis que, bon, elle est également présente chez nous. On aura aussi quelques vieux compagnons au téléphone. C'était, avec Jacques Balutin, un des doyens d'élection des grosses têtes. C'est-à-dire que les grosses têtes on va entrer dans leur 34e année et il les avait rejoints à 29 ou 30 ans. Bon, ce qui est pas mal. Vous êtes un petit peu plus jeune, hein? Il y a combien de temps que vous êtes avec nous, Jacques Maillot? Ah, moi, je suis arrivé ici en 91, à peu près. Ah oui. Ça fait déjà un bail. Ah oui, pas mal. Et vous, Bernard Mabille? 6 ans, 5 ans, 6 ans. Oh, oui, au moins. Au moins. Jean-Jacques Perroni. Moi, je suis arrivé en 98 ici. Philippe Chevalier. Moi, ça fait 6 ans. 6 ans aussi. Oui, c'est ça. Je suis l'avant-dernier avant notre ami Sébastien. Et voilà. Et le Benjamin, c'est Sébastien Coué qui nous a rejoint. 2 jours. Voilà. C'est ça. Si tu réponds bien Sacha Guitry, tu peux faire 6 ans. Mais c'est ça, 2 jours, tout pile. Et la valeur n'attend pas le nombre des aînés. Oh, c'est très beau. D'ailleurs, vous avez vu que le mot aîné, maintenant, figure dans l'intitulé ministériel. Il y a une secrétaire d'État aux aînés. On dit plus seniors, on dit plus les vieux, naturellement. C'est normal qu'on dise plus senior, on n'est pas en Espagne. Ouais. C'est qui cette dame? C'est qui cette dame? C'est une jeune. Secrétaire d'État au néné, Philippe connaîtrait son nom. Non, aux aînés, c'est bon. On est toujours l'aîné de quelqu'un. C'est un euphémisme que pour. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont secrétaires d'État, on ne connaît pas leur nom. Il y en a plein. Quel ratage. Mais c'est pas grave parce qu'ils foutent rien, on n'a pas besoin de connaître leur nom de toute façon, c'est tout. Secrétaire des quoi, vous avez dit? D'État, oui. Philippe Bouvard rend hommage à son ami Sim dans vos grosses têtes sur RTL. Un autre souvenir, Sim et Zitrone, toujours inséparables. Mais j'ai remarqué qu'il digérait pas les tomates, hein.
intact. Mais t'as pas eu le manger de la veille, non? Je sais pas, j'ai eu un attardiment. T'as pu reconstituer le menu quand même. J'ai tout ramené à la maison, j'ai dit à ma femme, regarde ce que je te ramène. Avant que je lui raconte que c'était ce pauvre Léon qui m'avait vomi dessus, elle m'a dit, tu devrais pas boire autant. Va expliquer ça à ta femme. T'arrives et tu dis c'est Léon Zitrone. Et à un moment, on appelle la vomitoire. Il s'était déjà fait une légère tache en lâchant un bout de cornichon d'avant-hier. Ça tombe sur sa manche. Alors je prends de l'eau avec un mouchoir et je commence à lui astiquer la manche. Il me fait « Ah non, monsieur Sim, pas un homme comme vous, plein de tact et... » Là, il m'envoie toute la semaine, dis donc. Et je lui dis, voulez-vous vous allonger dans ma voiture qui est à côté? Et il me fait, qu'est-ce que c'est comme voiture? Je lui dis, Léon, c'est une Mercedes. Il me fait, ah non, ça me donne mal au cœur. Et vraiment, tout ça est vrai. Hein. Ah, c'est étonnant. Ah, oui, Quelle oui. vie. Hein. Léon expecterait beaucoup. Oui. Ça, c'est nouveau, c'est ce qu'on nous promet pour 2010 et on l'aura dans nos foyers. C'est la télévision en relief, elle est là. Ah oui? Ah, ça va être bien pour les pornos. Oh, bah dis donc, c'est bien, il faut que il faut que la speakerine soit jolie. Hein. Alors, on va voir Valérie Damido entièrement dans le salon. Oh la vache. Ce sera faut pousser les meubles. Ce sera pas l'audimat, ce sera l'auditat. Oh là là. Non, mais faut faire gaffe parce que quand on va regarder le jour du Seigneur, on risque de goupillon à travers la gueule. Alors, on aura en tout cas l'impression. Il faudra des lunettes pas quand même, toucher, mais le cadre du récepteur sera annulé et on aura l'impression d'être au milieu d'une foule ou d'un spectacle. Mais il faudra porter des lunettes comme au cinéma. Alors, relief. il y aura deux. Il y avait avec lunettes, et ça c'est un procédé déjà ancien, et sans lunettes. Oui, c'est comme les cabinets. C'est comme les cabinets. Soit on lève la lunette, soit on la garde, soit on la baisse. On appellera ça d'ailleurs la télévision à la turque. D'ailleurs, j'ai remarqué quand il n'y avait pas de lunettes, je faisais plutôt en relief. Moi. On remarque que les programmes sont souvent à chier. Hein. Alors vous avez vu qu'on a vendu les sabots roses de Madame Bachelot. Ah oui. Les crocs. Les crocs peut porter ça. Une bonne somme. En tout cas, ça suffira pas à combler le déficit de la Sécu, hein, parce que ça a culminé à 699 €. C'est déjà pas mal. Et alors, une fois qu'elle les a enlevés, est-ce qu'on a appelé un maréchal Ferrand pour la referrer? Mais ça va une bonne œuvre, non? À l'association des Blues Roses. Donc ça ira avec la blouse. Et puis du nouveau dans la vie de Ségolène. Il y a un nouveau coquin. Alors on sait qu'il y a André. Il y a Dédé. On sait que voilà quelques mois elle a quitté François. Il y a longtemps, et aujourd'hui elle quitte Dominique. Elle quitte Dominique Besnehard. Elle prend un nouveau. Ça n'a pas duré longtemps. Elle prend un nouveau coach. Alors, elle prend pas un nouveau coach, mais elle dit que il s'est prévalu d'un rôle de conseil et ou de coaching qui n'était pas du tout le sien et qu'elle lui avait pas confié. C'est vrai qu'elle devrait prendre Domenech, elle serait sûre de gagner. Mais elle n'a pas besoin de conseil, elle fait ses conneries toute seule comme elle veut. Oui, je pense qu'elle est douée. Ils sont plus amis du tout. Alors, plus du tout. Alors, il disait Masségo par-ci, Masségo par-là. Et d'ailleurs, notre ami Laurent Gérard en faisait chez Chougras. Oui, absolument. Oui, très bien d'ailleurs. Il voulait peut-être lui faire du cinéma. Elle en fait pas mal. Elle en fait pas mal. Elle fait un peu de théâtre aussi. Attendez, il l'avait quand même conseillé pour ce fameux gala du Zénith, qui s'était très bien passé pour elle. Absolument. Il ne faut pas oublier que c'est quand même elle qui a organisé la campagne de Barack Obama. Donc, oui, c'est vrai qu'elle a été très présente. Alors, d'Iran nous vient peut-être la lumière. Oh, ça m'étonnerait. Oui. Attendez, il faut quelque chose qu'on ne fait dans aucune démocratie. Quand un gouvernement nouveau est nommé, est constitué, on présente les ministres aux parlementaires et ils disent oui ou non. Oui.
Ils peuvent les recaler. Ah oui. Alors que chez nous, comme dans les jurés d'assises. Oui, il les récuse, comme on dit. Bien sûr. Alors que chez nous, où on accepte le gouvernement en bloc, sinon on va se faire foutre. Où on le recale. Mais on peut pas discuter. Non. Et là, ils ont recalé, alors. Alors là, ils ont recalé. Ils ont recalé des gens qui leur semblaient témoigner de plus de fidélité à l'égard du président que de compétence. Vous voyez qu'il y a une certaine liberté là-bas, quand même. Ben oui. Et pendant ce temps-là, Gordon Brown, le Premier ministre britannique, disait qu'il était prêt à réduire son salaire pour aider les chômeurs. Ah, c'est bien. C'est gentil, c'est bien. C'est un peu louche dans ça. Il va aider combien de chômeurs avec son salaire? Ils vont pas toucher lourd. Ils vont pas toucher lourd. Parce qu'il paraît qu'il n'est pas très bien payé, le Premier ministre anglais. Alors, il a dit d'ailleurs, ça a été la dernière partie de son discours, de toute façon, moi, si j'ai choisi de faire de la politique, ça n'est pas pour faire de l'argent. C'est beau, c'est beau. C'est pareil en France, hein, oui, regarde, Julien Drey, tout ça. Tu sais, Julien Drey, il a été obligé de monter des petites horlogeries pour vivre. C'est vrai. Non mais attendez, il ne faut pas le montrer du doigt. Vous avez vu Villepin? Ah, c'est pas... mal barré. Ça se gâte, oui. C'est plutôt Villepin perdu en ce moment. Ça va être Villepin grillé. Et puis au téléphone, l'autre grand ami de notre cher Sim, Francis Perrin. Bonjour Francis Perrin. Oui, bonjour à tous. Ben oui, nous sommes tous tristes et vous le premier, hein? Ah oui, ça, j'étais vraiment KO debout hier. Quand j'ai appris ça. Alors vous étiez devenu ami à l'occasion des grosses têtes et notamment des sketchs irrésistibles que vous avez fait avec lui pendant 5 ans sur TF1. Mais ça, c'est extraordinaire de rencontrer comme ça une vraie complicité et puis après une amitié extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser, et ça c'est grâce à vous, mais on s'est retrouvés. Il y a eu des moments où on était complètement fous. Hein. En principe, rien n'aurait dû vous rapprocher. Vous étiez un comédien très classique, conservatoire, comédie française. Lui, un fantaisiste du showbiz. Hein, et puis ça a fonctionné parfaitement. Ben oui, parce que je crois qu'on faisait le même métier. On avait envie aussi de distraire les gens et puis de s'amuser, puis c'était tellement formidable. Je crois que c'était une rencontre d'adolescents qui veulent pas vieillir d'ailleurs. Enfin, de toute façon, vous vous souvenez des sketchs les plus hilarants? Oui, je me souviens du masseur, je me souviens du... Oh, le masseur, c'était extraordinaire. Le masseur, j'ai talqué les fesses tout de même, hein. J'ai talqué les fesses de Sim en direct. Et je dois dire qu'il me les envoyait en permanence, là, ses fesses, avec quelquefois une petite carotte, c'était des petits... sur mon portable, j'ai encore ça, parce que il n'arrêtait pas de faire des blagues, et ça, c'est formidable. Mais il savait tout faire, vous savez, moi... C'était un bricoleur, c'était un peintre, c'était un écrivain, un poète, enfin tout il faisait. C'est vraiment un type extraordinaire, quoi. C'est un type, ça on dit toujours ça, mais non, lui c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il y avait d'autres sketchs aussi. Oh bah oui, il y avait le dentiste, hein, qu'on a fait aussi. Oh, le dentiste. Ah oui, ça c'est... on les répétait ensemble, on les écrivait là, donc tous les deux, on se donnait les idées, les choses comme ça, et puis après on se voyait, et puis sur le plateau, je crois qu'on déjantait un peu. On sortait un peu de ce qu'on avait prévu, quoi. Mais c'est ça qui était formidable, c'est l'improvisation et puis la joie de faire rire, quoi. Et puis, quelque chose que nous devons aux grosses têtes, c'est la constitution d'une véritable petite famille. Ah, c'est ça. C'est ça, et c'est pour ça c'est un peu une partie de moi qui est partie hier, et on peut pas l'oublier parce qu'il a fait des choses exceptionnelles, et les gens qui font rire et qui amusent, je crois qu'ils sont absolument inoubliables. Merci Francis Perrin. Voilà. Encore l'actualité avec les effets inattendus de la crise. Mais ça, c'est à Milan. C'est un supermarché qui a l'idée d'organiser une loterie où les clients peuvent gagner des emplois.
Alors des petits emplois pendant 1 an, et naturellement, c'est pas légal, hein. C'est pas légal. Non. Bah, si ça on va les empêcher. Pourquoi ce serait pas légal parce qu'après il peut signer un contrat de travail avec Oui, mais c'est une espèce de roue de la fortune bon. Juste pour 1 an, pas pour 1000 ans. Pas pour 1000 ans. Une majorité de Français, 55%, se déclarent optimistes pour l'avenir. Oh les cons. On est C'est pas ceux sur qu'on un est compte auberge. en Suisse, non L'optimisme, c'est une nécessité. Oui. Hein. 55%. Ce qui serait curieux, Alors c'est attendez, est-ce que vous en faites partie ou non hein? Pas spécialement. Je suis pas pessimiste de nature, mais je suis pas. Sauf que vous pouvez être pessimiste et optimiste à la fois, parce que si les choses s'arrangent, vos affaires marcheront moins bien. Bah évidemment, c'est ça le problème. Donc Moi, je suis toujours pessimiste, comme ça, je n'ai que des bonnes nouvelles. Mais le oui, mieux, c'est c'est bien d'être aussi. optimiste pour le passé, pour ce qui est derrière. Alors c'est un. Il fait Non, mais pas la faire un grippe, ça sondage. vous inquiète quand même, non? Ça inquiète pas? Ça vous inquiète pas, la grippe? Oh non, parce qu'on n'habite pas dans le Nord. On pourra Parce plus qu'il y en a- Ah oui, la grippe, oui. La grippe, H1N1 liétard. Oui. Ah ouais. Comme on est des vieux cochons, on est vaccinés On depuis pourra plus longtemps. s'embrasser, mais t'imagines un peu le Mais Vince? ça, c'est pas plus mal, parce que C'est les pas plus mal. embrassades permanentes, Ah oui, avec c'est des- pénible, ça. des serments de main, Ouais, tout machin. ça, c'est On se dit, anti-hygiénique bon, et alors, tout. non, si on veut embrasser quelqu'un, on peut choisir. Bon. Bien sûr, bien Mais sûr. il faudra c'est- qu'elle c'est te prouve surtout- qu'elle a pas la grippe. C'est surtout que là, il y a la montée de grippe, et je crois que si je dis pas de bêtises, en termes de calendrier, bientôt on va tomber dans la montée de gastro. Exact. Ah oui, Tu mais as quand on raison. va avoir les deux, c'est-à-dire au moindre éternuement, attention. Ah oui. Ça risque d'être, non mais ça va être compliqué. Vous voulez dire qu'au moindre éternuement, ça sortira des deux Mais côtés. c'est horrible. Oh, mais oui. Et je vous raconte pas une canne de tout. Et je vous assure, la pub où ils disent il faut éternuer dans son coude, il va falloir tout changer parce que ça va être une catastrophe. Il va falloir prendre plus de précautions. C'est pas dans Ça le ne- coude si t'éternues par le bas, ou alors quelle souplesse. Ah oui. Ça nous pend au nez. Ça va arriver bientôt. Faudra C'est avoir bon. Au nez que ça va nous pendre. Ça va éclabousser sérieusement. Mais hein. oui, oui, parce que c'est lié, hein, la gastro avec Bah oui. le rhume du haut. Vous allez voir, il va y avoir des toilettes qui vont être remoquettées en une matinée. Il y aura du moucheti. Eh ben justement, Du grand moucheti. nous avons Il faut placer son pognon dans les cirés, alors. Nous Ça va se devons vendre. prochainement recevoir l'académicien français Éric Orsena, Oui. qui est pour le rétablissement de la ponctuation. Ça va faire des virgules en renfort. hein. Ah ouais, là. Nous sommes dans le grand studio de RTL avec Philippe Bouvard pour des grosses têtes un peu spéciales, puisque depuis 16h, l'émission est consacrée à Sim. Alors, ce qu'on n'a pas assez dit en lui rendant hommage à notre ami Sim, c'est que c'était un grand séducteur. Et en même temps, un dragueur parfois un peu fou, puisque il s'était attaqué à Alice Sapritch. Elle a un regard. Elle a un regard terrible. C'est superbe. La façon dont tu regardes les hommes, notamment moi. Tu te vantes, là. Oh non, pas du tout. Je regarde dans tes yeux une sorte de gourmandise. T'as envie de me déshabiller, avoue. Hein. Elle veut défaire l'emballage pour voir le cadeau qui se trouve à l'intérieur. Il est fou, ce mec. On m'appelle le bonux du sexe. Le persil me lave plus blanc. Et moi, le regard d'une fille, ça me fait grimper au rideau. À condition que j'ai des rideaux. Hein. Et la tringue. Ah, ça se passe à Miami, c'est comme ça qu'on dit Miami. Vous connaissez bien, vous y étiez cet été, Oui. hein, Sébastien? Ouais, j'aime bien, moi, c'est sympa. Oui. Oh, c'est bien, bah, c'est pour les garçons, c'est sympa. Enfin, il y a des jolis trucs à regarder. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la Côte d'Azur? Ah, Ils sont là-bas, plus- ils Il sont y a plus l'hôtel, vieux. il y a l'hôtel de l'Anneau. Ils sont il y a plus vieux l'hôtel que sur de la Côte l'Anneau. d'Azur. non, je suis pas allé là-bas, non. Ah, il y a des belles pépées. Il y en a- c'est-à-dire que c'est globalement Miami Beach est un peu connu pour ça. C'est-à-dire que c'est vrai que tout est refait. Attention, hein, c'est Les gonzesses c'est- aussi. Voilà, ils ont été les premiers à inventer le tuning en voiture. Ils l'ont fait après chez les filles. Hein, c'est-à-dire que c'est Le tunique le tuning. Ah, le tuning. Mais, Ah, après, oui, oui. mais c'est vrai que quand c'est bien fait, c'est comme sur les voitures. Qu'est-ce que c'est le tuning? Bah, vous savez, vous faites un gros pot pare-choc, un gros pot d'échappement, vous faites la même Des chose. éclairages Les sous la gonzesses ont un gros pot. voiture. Ah oui, Elles ont un gros pot d'échappement, oui. Mais vous savez que les filles à Miami se font opérer les seins, bon ça c'est aussi pas mal en France, mais les fesses. Oui. C'est-à-dire que maintenant on met la prothèse, quand ils mettent devant, ils mettent derrière. Ouais. Alors le résultat est pas mal hein, quand même. Hein, il est- Ça doit être marrant, des tétons sur les fesses, ça fait furon. quoi. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et t'appuies dessus, il sort du lait. Ah, dis donc, c'est génial. Mais ils ont une devise à Miami, comme ils sont très pieux, c'est que Dieu vous pénisse et vous prothèse.
Alors, ce qui est arrivé à Miami, c'est très simple. Il y a un type qui arrive à la banque, mais il est doublement manchot. Et il vient déposer un chèque. Et on lui a refusé parce qu'il ne pouvait pas donner ses empreintes digitales. Et il ne pouvait pas le faire avec le pied. C'est vrai comment on fait pour les manchots. Attendez, le gars qui est doublement manchot, il va à la banque, on lui refuse son chèque et il y a un hold-up et le gars il crie haut les mains. C'est pas sa journée au mec. Non. Mais c'est le mec qui fait le hold-up, c'est un bandit manchot. Bandit manchot, ouais. Alors, ce talent pour le bruitage que Sim possédait, en plus de tous les autres, avait donné lieu à un véritable cours qu'il avait donné à Léon Zitrone. Mais Léon, vous pourriez faire un merveilleux bruiteur. Oui, mais je ne me suis jamais exercé. Voulez-vous me donner une première leçon? Eh bien, écoutez, voulez-vous que je vous fasse le cheval au galop? Non, avec la langue. C'est pas la grenouille au galop, Je n'ai pas la langue suffisamment agile. Ah, c'est pas ce qu'on dit. Ça dépend dans quel quartier, non. Vous pouvez peut-être lui faire le train, c'est plus facile. Donc, alors écoutez, regardez-moi Léon. Oui. Vous prenez de l'air dans vos poumons. Oui, je ne manque pas d'air. Vous envoyez l'air dans le micro et vous faites... Ça, c'est une voiture. On approche. Partez, Castelli. La SN7 va faire faillite avec vous, là. Allez-y. Vous faites ça. Vous voyez, quand vous regardez... C'est un rasoir, vous voyez, vous êtes pas... Quand vous regardez... Quand vous avez plus d'air dans les poumons, vous en reprenez d'autres. De toute façon, on peut pas faire autrement. Hein. Et avec votre langue, vous tapez sur le haut du palais, avec le bout de votre langue pointu, celui qui est devant, hein, pas celui qui est derrière. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, je ne pense pas y arriver avant la fin de l'émission. Donc on va passer à la question suivante. Et alors vous tapez comme ça, vous faites... Pour faire le bruit des traverses, vous faites... Ça, c'est le cheval, vous voyez. Arrêtez, vous m'excitez. Arrêtez. Non, je peux pas supporter ça. Et quand vous faites les deux trucs en même temps, vous faites... Non, je ne peux pas faire un bruiteur, pas un bruiteur de votre classe. Mais il faut annoncer après ce que vous imitez. Un autre souvenir de Sim, il était allé visiter un camp de naturistes. Moi, j'ai fait un spectacle dans un camp de naturistes, au Lavandou. Alors, on était arrivés, toute l'équipe, habillée, bien sûr, et les gens étaient là, ils nous attendaient. On est rentré par la porte du fond, et on a vu une forêt de fesses qui nous attendait. On est entré sur scène habillés. On s'est trouvé gênés. Finalement, en deuxième partie, on a été obligé de se mettre à poil pour être à l'unisson. Mais alors, ça change tout, hein, parce que j'imitais la baronne de la Tronche-Chambier. J'avais la perruque, mais j'avais quand même un raccord qui jetait un doute sur ma... Et puis un autre grand ami de Sim, Pierre Bellemare. Bonjour Pierre Bellemare. Bonjour Philippe. Alors nous sommes tristes, et vous aussi, qui l'avez bien connu et qui avez travaillé particulièrement avec lui à la télévision quand on y faisait les grosses têtes. Hein. Si, mais m'a beaucoup appris dans le domaine du rire, parce que finalement le rire, ça ne se déclenche pas aussi facilement que cela. Et il faut utiliser certaines méthodes, je dirais, certaines pratiques, et il les possédait parfaitement. Et donc, avec le naturel complet qu'il avait, en fait, il utilisait des techniques qui étaient les siennes, mais qui étaient de très bonnes techniques, et qui assuraient, en effet, au bout du compte, le rire du spectateur. Et par exemple. Eh bien, je me souviens quand nous avons fait ensemble les clowns, c'est-à-dire que, évidemment, j'étais le clown blanc, et lui était l'Auguste, il m'avait conseillé justement sur le rôle du clown blanc, parce que le clown blanc il paraît neutre comme ça, il paraît un peu à plat par rapport à l'Auguste, et pas du tout. C'est parce qu'il va avoir certaines attitudes, certaines réflexions au bon moment qu'il va justement déclencher le rire par rapport à l'Auguste, et que c'est un ensemble harmonieux qui va se construire. Et c'est cette technique qui ne doit pas s'apercevoir, qui doit passer complètement inaperçue, que possédait totalement Sim. On avait l'impression comme ça que tout était à l'instinct, alors qu'il avait un magnifique professionnalisme, quoi. Voilà. C'est ce que j'avais admiré chez Sim, qui était à la fois un homme qui vous rendait heureux,
par les rires qu'il savait déclencher, et qui en même temps était un grand spécialiste de la chose, voilà. Et puis, les relations qu'on pouvait avoir avec lui étaient d'une grande qualité, hein, en dehors, bien sûr, des studios de radio ou de télévision. Ben, c'était un homme, en effet, extrêmement chaleureux, extrêmement accueillant. Il forme avec sa femme, que nous adorons tout autant que lui, un couple absolument extraordinaire. Et donc, c'est vrai que c'était également se ressourcer que d'être au contact de ce couple, parce que j'avais rarement rencontré dans la vie un couple aussi bien uni que le couple des Sims, voilà. Donc on se ressourçait aussi auprès d'eux grâce à cela. Merci Pierre Bellemare et à bientôt. Je vous en prie, merci Philippe. Il y a une histoire de restaurant aussi. C'est peut-être un peu farfelu également. Il s'agissait de réécrire le menu d'un restaurant. J'avais été avec un copain dans un restaurant, et c'est un restaurant où le patron écrivait le menu à la main, vous savez, dans des petits restos comme ça. Et il n'y avait encore personne, on était les premiers. Et je vois à côté la table, il y avait personne. Je prends le menu et moi, à la main, en imitant l'écriture du patron, je mets sous les plats mochtoblaz à la dugléré, mastapur au schwinide. Je remets le truc sur la table et il arrive 4 mecs qui arrivent comme des habitués. Hein. Alors, ils prennent le menu. Ah, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Et regarde, beefsteak frites, on a pris hier, foie de veau. Ah, tiens, ça c'est nouveau, ça, mochtoblaz. Voilà. Garçon? Oui, monsieur. Alors, on va prendre deux mochtoblaz à la mastapur et 2 schwinides à la dugléré. Le garçon fait, pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Faites voir le menu. Et le garçon prend le menu. Il fait, ah bon? Ah ben ça doit être le patron qui a dû mettre un nouveau plat. Je vais chercher le patron. Le patron arrive, il dit, qu'est-ce que vous avez demandé là? Des quoi? Mochtoblaz. Ah ben ça, c'est bon. Bon ben là, ça doit être le cuisinier. Alors le patron va voir le cuisinier et il lui fait... 2 mochtoblaz à la mastapur et 2 au schwinide. Et le cuisinier sort, fait, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qui a demandé ça, là? Ben, c'est les 4 mecs qui sont là-bas. Et le cuisinier, très diplomate, vient voir les 4 clients et font, écoutez, monsieur, c'est tellement bon qu'on a vendu les derniers à midi. Oui, parce que c'est le fait des vrais comiques, c'est de ne pas l'être seulement sur la scène. C'est d'être capable de continuer à faire leur numéro à la ville. À la ville tous les jours. Oui. Moi, c'était mon parrain de scène. Il était venu me baptiser sur la scène du gymnase quand je jouais avec le Luron. Ah oui. Ça se faisait à l'époque, paraît-il. Hein. Il y avait des parrains de scène. Il était arrivé en curé avec 4 enfantes de cœur. Et il m'avait balancé des grandes louches d'eau devant. Et après, il m'a appris à faire pipi à l'esquimau. Vous avez jamais appris ça, Philippe? Non. Ah, c'est extraordinaire. Alors... Il ouvre sa braguette et il a caché dans la main des glaçons et il vous balance les glaçons et il dit c'est faire pipi à l'esquimau puisque c'est gelé. Il vous a jamais fait ça? Il le faisait souvent au restaurant. Non, il m'avait enseigné un jour où on était en panne sur l'autoroute la façon de faire pipi sur les bas-côtés en tenant compte de la force et de la direction du vent. ouais, important. C'était déjà très utile. C'est très marrant. Puis un jour, il nous avait raconté la fameuse histoire. C'est une fable moderne intitulée L'Indien, le cow-boy et la diligence. C'est un Indien qui est couché par terre, il a l'oreille sur le sol comme ça, et il y a des cow-boys qui arrivent, il s'arrête, il voit cet Indien-là, il dit qu'est-ce que vous faites là? Il dit il y a une diligence. Une diligence. Et le cow-boy fait, c'est formidable ce qu'ils entendent dans les Indiens en mettant leur tête sur le sol. Il y a une diligence, il y a 6 chevaux, il y a 2 cochers, il y a 4 personnes dedans, il y a 4 roues, 3 mâles au-dessus. Il fait, mais comment vous pouvez prévoir ça? Il fait, je prévois pas, elle vient de me passer dessus.
Alors nous l'avons évoqué aujourd'hui en mêlant le rire et les larmes. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que nous n'y penserons plus demain, bien sûr. Il restera longtemps présent parmi nous. Et vous savez, nous avons modifié l'ordonnance habituelle des grosses têtes. C'était le moins que nous pouvions faire pour lui rendre hommage. Mais nous avons gardé le rituel de fin. Et le rituel de fin, c'est la bonne histoire. Alors la bonne histoire aujourd'hui, elle n'a pas été envoyée par un auditeur. C'est Sim qui va la raconter. Et ce sera notre adieu. C'est sa bonne histoire à lui. Un gars qui a certaines difficultés d'élocution et il va partir en vacances. Alors chez lui, il a des animaux, il a un lapin et une lapine. Et il se dit, je peux pas partir en vacances avec ça. J'ai un copain qui va me les garder. Alors il arrive avant les vacances et le copain il est déjà parti en vacances, il n'y a plus que son épouse à la maison. Et il lui dit voilà, je vous laisse ma lapine et puis je reviendrai après les vacances. Et il revient après les vacances et il dit il faut que j'aille retrouver ma lapine et il arrive chez son copain et le copain il vient de rentrer de vacances et sa femme, son épouse est pas là. Et il lui dit voilà je reviens et l'autre lui fait ah oui je sais moi pendant les vacances, j'ai attrapé une ch'touille carabinée, mon pauvre vieux, et l'autre il fait ta lapine, et l'autre il fait ben comment que tu le sais? Bah parce que je l'ai refilé à ta femme avant que tu t'en ailles. Nous avons rendu aujourd'hui hommage avec tout notre cœur à Sim, que nous n'oublierons jamais. Je recevrai prochainement Pierre-Luc Séguillon, Éric Orsena, Marianne Chazelle, Claude Allègre et François Berléand. Merci, bravo, à demain.